Les As de la CoPro, le point juridique. Alors le point juridique, aujourd'hui, on va faire un petit topo, puis derrière un petit débat sur le nouveau droit de surplomb. Le nouveau droit de surplomb, donc il est question, quand on veut faire une isolation thermique par l'extérieur, ça, c'est un isolant qui fait 10-12 cm. Quand on le met sur son mur pignon, on est en surplomb chez le voisin. Donc on parle de droit de surplomb. Un droit a été créé avec la loi Climat et Résilience en 2021. Il y a des conditions, il y a une définition, il y a une valeur aussi, on va en parler. Je voudrais lancer Pierre-Édouard Lagrolet sur ce nouveau droit de surplomb. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En quelques mots, c'est peut-être un petit peu difficile. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez neuf pour nous, à mettre en œuvre, à analyser aussi. On parlera peut-être pas de la nature, même si ça fait débat aujourd'hui en doctrine. Mais ce qu'on peut dire, d'abord pour présenter ce droit de surplomb, c'est qu'il a été introduit par la loi Climat en 2021 et qu'il s'agit de faciliter la rénovation énergétique par une isolation thermique par l'extérieur des bâtiments. On comprend l'utilité, c'est que en intérieur, parfois, ça peut être coûteux, ça peut être complexe, et ça peut être très préjudiciable pour des propriétaires qui verraient des surfaces réduites. Donc l'idée, c'est de le permettre par l'extérieur, de permettre cette isolation par l'extérieur, et on verra d'ailleurs que ces conditions-là sont très importantes, parce qu'elles permettent la mise en œuvre de ce droit. Et il faudra en justifier, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, simple petite anecdote sur le droit, parce que c'est peut-être un droit fragile aujourd'hui, c'est que le législateur en 2019, à la précédente loi Climat, avait hésité à introduire ce dispositif et il y avait renoncé. Le gouvernement avait estimé que ce dispositif était inconstitutionnel. Finalement, 2 ans après, le dispositif ne le serait plus, alors certainement avec des aménagements qu'on va présenter, mais il faudra se demander si le dispositif résistera à une QPC, à une question prioritaire de constitutionnalité, parce que je pense que les plaideurs ne se priveront pas du plaisir de porter la question de la constitutionnalité, puisque c'est quand même une atteinte, ou en tout cas ça ressemble à une atteinte au droit de propriété du voisin, puisqu'on va construire au-dessus le fond servant, du fond on appelle voisin. Le fond servant. Servant, si c'est une servitude. C'est le débat sur la nature juridique. Sur la nature du droit. Bien. Ceci étant dit de manière très générale, je vais revenir sur les conditions d'exercice. Après, on verra le droit d'accès et le calcul des indemnités, mais rapidement, parce que c'est plutôt le sujet d'un expert immobilier, ce que je ne suis pas. Donc, je rappellerai simplement quelques principes, et puis nous pourrons en débattre après. Sur les conditions d'exercice, c'est assez simple. C'est l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation, CCH, qui pose des conditions matérielles. Sauf convention contraire, parce qu'on peut s'entendre avec le voisin qui nous autoriserait à faire plus et mieux. Mais par principe, le droit, c'est 35 cm d'épaisseur d'isolant, au plus, à partir de 2 mètres de hauteur, c'est-à-dire à partir du sol ou à partir de l'héberge, on doit laisser 2 mètres sans isolant. C'est tout simplement pour permettre aux propriétaires du fonds voisin d'avoir une utilisation préservée, on va dire, de son fonds sur la hauteur inférieure des 2 mètres. Et ce droit ne pourra être mis en œuvre qu'à la condition, j'y reviens, j'ai déjà énoncé, qu'en l'absence d'autres solutions techniques, c'est-à-dire je ne peux pas faire autrement. Ça n'existe pas, les isolants par l'intérieur de cette qualité-là, ou si l'autre solution est plus complexe et plus coûteuse. Par exemple, si j'ai un petit immeuble et que si je dois isoler par l'intérieur, je perds tellement de surface habitable que c'est tout à fait déraisonnable de le faire par l'intérieur. Voilà les conditions qui ont été posées par le texte. Et ça va être très important parce qu'il va falloir en justifier auprès du fonds voisin lorsqu'on va devoir mettre en œuvre ce droit de surplomb. Ensuite, c'est logique, il faut un accès. Parce que la plupart du temps, quand on va vouloir isoler par l'extérieur, il va falloir accéder au fonds voisin. On pourra rarement le faire depuis chez soi. Et donc le texte, et c'est l'article R113-19 qui est venu le préciser, par décret, qui précise un contenu minimal à l'exercice du droit de surplomb pour la réalisation des travaux. On va devoir préciser la localisation et le périmètre de l'accès au fonds. On va préciser la nature des installations provisoires, l'indemnité qu'on va devoir verser en contrepartie du préjudice de jouissance pendant les travaux, et le cas échéant, et ça c'est particulièrement important, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin. Tout simplement parce que lorsqu'on va accéder, on va peut-être planter un échafaudage, peut-être qu'on va envisager
de détériorer un peu la toiture du fonds voisin parce qu'on va s'appuyer dessus, etc. Donc on va devoir prévoir toutes ces modalités. Servitude de tour d'échelle qui C'est rentre voilà, exactement, dans c'est la ce qu'on loi. on a appelé servitude de tour d'échelle, qui n'existe pas d'ailleurs Qui aujourd'hui. est mais qui une est création prétorienne. un principe de bon voisinage, mais là qui est défini dans le texte. Donc c'est prévu. Et dans les deux cas, il va falloir envisager une indemnité. Une indemnité pour le droit de surplomb lui-même, c'est-à-dire le fait de déborder chez le voisin, empiéter peut-être chez le voisin, et le fait d'exercer les travaux de surplomb. Alors pour le calcul de l'indemnité, c'est un petit peu difficile de se prononcer aujourd'hui. D'abord parce que je ne suis pas spécialiste de cette question, et ensuite parce que les spécialistes eux-mêmes ne se sont pas encore tout à fait prononcés. Par exemple, la CNEJ, qui est la Compagnie nationale des experts de justice en estimation immobilière, réfléchit à ce jour à la méthodologie. Je crois qu'un colloque doit avoir lieu en octobre pour préciser, pour donner des orientations à cette méthode, alors pas qu'à celle-ci, mais à la méthode de calcul de l'indemnité du droit de surplomb. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être très prudent dans le calcul, parce que ce sera toujours du cas par cas. Je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas que les syndics ou les propriétaires, puissent envisager en amont de calculer l'indemnité de manière objective pour toutes les situations, parce que ça va évidemment dépendre du fond surplombé, de la qualité de l'isolant, de son épaisseur, du nombre d'étages, des matériaux, Et de la perte subie par le voisin. de la perte, parce que ça peut faire une perte d'ensoleillement, ça peut dégrader les Quoique le qualités voisin peut architecturales. du jour au lendemain, s'il le souhaite. J'en parlerai de la fin du surplomb. Mais toutes ces questions-là vont se poser, mais aussi la question peut-être de la durée. Un isolant qui est fait pour durer 5 ans, je ne sais pas, sur les qualités des matériaux, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ça n'est peut-être pas la même chose, et il va bien falloir prendre en compte aussi cette qualité et cette vie dans le temps du surplomb. Donc, l'indemnisation va dépendre de tous ces éléments, ce sera donc du cas par cas. Donc, une attention particulière sur ça, et de la même manière, ce sera du cas par cas pour l'exercice du droit de surplomb, parce qu'en fonction de la nature, de la surface, de la complexité, les travaux seront plus ou moins longs, plus ou moins pénibles pour le voisin qui devra les supporter. Ensuite, le texte prévoit une procédure précise d'exercice du droit de surplomb. Je vais passer assez vite parce que c'est assez bien défini par les textes, mais il va falloir notifier au voisin le projet. Donc le notifier, c'est par lettre recommandée. C'est une procédure qu'on connaît très bien en droit de la copropriété, la notification, mais c'est aussi possible par acte de commissaire de justice. Et dans un cas comme dans l'autre, il va falloir notifier un ensemble d'éléments et de documents qui sont fixés par l'article R113-19. Donc c'est notamment le nom et le prénom de ceux qui exercent le droit, mais c'est surtout le détail, le vrai détail, le descriptif détaillé de l'ouvrage qui va être installé, les justificatifs qui démontrent qu'il n'y a pas d'autre technique ou que cette autre technique est disproportionnée, la proposition d'indemnité, et on va même jusqu'à notifier le projet d'acte authentique, le projet de convention pour l'exercice des travaux, et une reproduction des dispositions légales, parce que ça, c'est à la mode pour la protection des parties dites faibles. Donc, vous voyez que le processus est très encadré, et s'il y a un accord, on va publier les actes. Donc, il y a un acte de publicité foncière. S'il n'y a pas d'accord, le propriétaire voisin va pouvoir saisir le juge dans les 6 mois de la notification pour s'opposer à la réalisation du projet. Alors, il ne pourra pas le faire dans toutes les conditions. Il pourra le faire s'il conteste que le projet est légitime, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les mesures, 35 cm, d'épaisseur, 2 mètres de hauteur, et ou que le projet pourrait être réalisé en intérieur, qu'il n'y avait pas de coût excessif à le faire en intérieur, ou, et c'est une condition supplémentaire, que le projet porte une atteinte importante à la destination des lieux ou à sa jouissance, de telle sorte que son droit de propriété serait vraiment atteint. Oui, donc c'est vraiment à l'immeuble voisin, un peu comme dans le principe du droit à la prise en copropriété. C'est à la copropriété d'aller saisir le juge pour s'opposer à un droit qui, de toute façon, existe déjà. Et c'est ça la particularité. Si c'est un syndicat, effectivement, qui va être surplombé, c'est au syndicat de s'opposer. Et donc, finalement, c'est quelque chose qu'on peut, par principe, alors il y a des difficultés, mais je ne rentre pas dans tous les détails, mais qui peut par principe l'imposer, et il faut s'opposer avec des motifs légitimes. Donc c'est une particularité procédurale qui fait qu'on le subit. Alors, donc il y a un processus à respecter. Alexis, merci Pierre-Édouard pour cet exposé complet. Alexis, dans le timing, le syndic
à quel moment, moi je suis le syndic de l'immeuble qui doit surplomber. Il a déjà ce droit. Pour autant, il y a quand même des conditions à faire accepter, notamment l'indemnité par l'immeuble voisin. Donc il faut quand même aller le solliciter. C'est pas parce que j'ai un droit que je m'impose. Tout à fait. Donc dans le timing finalement, parce qu'il y a, en plus en copropriété, on sait que ça se passe par assemblée générale. Donc il y a déjà plusieurs assemblées générales pour moi, entre le PPT, le vote de la mission du maître d'œuvre, le vote des travaux. À un moment donné, il faut que j'ai mon droit de surplomb, je l'ai déjà, ça on a compris, mais il faut quand même que j'ai la validation de l'immeuble d'à côté, ne serait-ce que sur l'indemnité. À quel moment on le fait, ça? Alors, vaut mieux anticiper. Enfin, le maître mot, c'est de l'anticipation, puisqu'effectivement, on a une temporalité des travaux. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on se pose la question finalement de ce droit de surplomb au moment où tout a été ficelé en assemblée générale et on débute les travaux et on s'apprête à débuter les travaux et se pose la question du droit de surplomb du voisin, puisque là, effectivement, en termes de calendrier, les impacts peuvent être extrêmement importants, puisque ça veut dire blocage du démarrage des travaux, attente de la réponse du voisin. On parlait de 6 mois pour contester. Donc en fait, ça peut remettre complètement en cause le calendrier des travaux. Et puis toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, sur les subventions. Et pour autant, on ne peut pas juste lui poser la question comme ça. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Je pense il faut payer un expert, il faut payer un notaire pour faire un projet, Pierre-Édouard Lagrollet l'a dit. Donc il faut quand même engager des frais juste pour voir. C'est presque un second projet en parallèle du projet de rénovation énergétique de l'immeuble dont le syndic détient le mandat pour tester un petit peu les différents cas de figure, parce que potentiellement, le cas de figure, ça peut être un fonds voisin, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir aussi 2 fonds qui soient touchés aussi. Enfin, le domaine public, on n'a pas parlé du domaine public. Donc, je pense que le maître mot, c'est d'anticiper. Donc, ça fait partie des frais de la préparation, des frais d'études. Exactement, des frais d'études, mais le maître mot, pour moi, c'est l'anticipation. Après, de déterminer s'il y a un timing parfait sur ce sujet-là, non, en fait, ce sera du cas. Ça fait partie des prémices, en tout cas, des premières démarches à faire. Mathieu, un conseil pour les gestionnaires ? Oui, je crois qu'on peut donner des conseils extrêmement pragmatiques, extrêmement pratiques. Le premier, c'est évidemment de ne pas se lancer tout seul dans l'exercice de ce droit de surplomb. Comme l'a dit Pierre-Édouard, il y a un dossier complexe à constituer et un gestionnaire ne va pas lui-même faire l'expertise de l'indemnisation, rédiger le projet d'acte notarié, voire rédiger la convention qui va encadrer les travaux. Donc il existe aujourd'hui des groupements de professionnels du droit qui sont à disposition des gestionnaires et des syndicats. Voilà, des équipes qui sont constituées, regroupant en général un avocat, un notaire, un expert immobilier, un huissier. Et évidemment, notre recommandation, c'est de faire appel à ces professionnels dont c'est le métier. Donc c'est un service clé en main. Et qui permettront de gagner du temps parce qu'on sait que l'exercice du droit de surplomb sera fait dans les règles. La deuxième chose, effectivement, c'est de faire voter cette mission, la mission du groupement, en même temps que les études qui vont être confiées à un architecte ou au maître d'œuvre. On sait, quand on met à l'ordre du jour des travaux, de l'Assemblée générale, un projet de travaux et des études d'architecte, on sait sur quoi vont porter les travaux, on sait ce qu'on demande à l'architecte, et donc on sait qu'on va étudier l'isolation d'un mur qui donne sur un fond voisin. Et en même temps qu'on va voter une mission de maîtrise d'œuvre, eh bien, il faut faire voter les sommes correspondant à la mission de mise en œuvre du juridique, ce qui permettra à l'Assemblée générale suivante qui votera les travaux de voter à la fois les travaux et la mise en œuvre du droit de surplomb, l'indemnité à verser aux voisins. Autre conseil, évidemment, Pierre-Édouard en a parlé, quand on est syndic de l'immeuble surplombé, là, lorsqu'on reçoit une notification d'exercice de droit de surplomb, il faut convoquer une assemblée générale pour permettre au syndicat des copropriétaires d'éventuellement s'opposer à cet exercice si on considère que les conditions ne sont pas réunies ou que l'indemnité n'est pas suffisante. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. On a quelque chose à faire quand on est syndic de l'immeuble qui a besoin de mettre en œuvre ce droit de surplomb, mais on a quelque chose à faire aussi quand on est syndic d'un immeuble surplombé. Et puis, dernier point, moi j'ai une inquiétude. Vous l'avez dit, si le fonds surplombé, l'immeuble surplombé souhaite s'opposer, il a 6 mois pour le faire. Donc c'est une démarche positive de sa part. Qu'est-ce qui va se passer si rien ne se passe ? On notifie la demande d'exercice de droit de surplomb, au bout de 6 mois, il ne s'est rien passé. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer les travaux en allant chez le voisin ? Comment ça marche ? Je pense quand même qu'on va avoir des difficultés pratiques dans le temps. Et la pratique et la jurisprudence peut-être viendront nous apporter des solutions. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas d'autre solution que de saisir
le juge pour faire constater que tout a été fait dans les C'est règles. plus prudent, en tout Et cas. se faire autoriser à réaliser les travaux parce que sinon, ça va poser des problèmes. Les As de la CoPro sur Radio Imo.